D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Et puis dans la foulée, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Donc on traite et on a des procédures aujourd'hui de recherche statistique inspirées d'autres domaines qui font comme si on était dans un laboratoire de physique en train d'étudier des particules. Mais la médecine n'est pas une science parce que l'être humain n'est pas aplatissable à quelques variables. Et donc il y a des questions épistémologiques, déontologiques et méthodologiques extrêmement compliquées autour de la recherche médicale. Et ce que l'immense majorité de la population ignore, c'est que ça fait 15 ans qu'on sait que l'essentiel de ce qui est publié est faux. Et c'est vraiment très profond cette idée que Philippe soulignait de ce lien humain qu'on essaie de recréer. Et ce soir, vous êtes nombreux, et vous êtes nombreux chaque semaine, aussi pour se retrouver. Et parfois, il y en a certains qui disent « je comprends rien à ce qu'il se dit, mais au moins, je me sens bien ». On espère quand même que vous compreniez. Il y a cet effort d'éducation populaire et de pédagogie qui va être fait. Et Jean-Dominique va nous justement permettre que cet article, qui est scientifique, soit compréhensible pour tout le monde. Jean-Dominique, c'est à toi le micro. Merci beaucoup Louis, merci à tous, Olivier aussi pour ce moment de cinéma muet qui nous replonge il y a loin en arrière. Et puis effectivement, je suis très heureux ce soir de vous présenter un article qui est paru à la fin du mois d'août dans la revue Frontiers in Public Health, qui est en libre accès et ce qui me donne la possibilité de traduire ce texte, ce que je suis en train de faire pour le rendre accessible au plus grand nombre. Il y a eu vraiment une destructivité du confinement, ça a été révélé très vite par les gens qui s'y connaissent. Par exemple, on a généré une pathogénie. La pratique modérée d'un sport permet de réduire de 2,5 fois le risque de faire des cas graves. Donc quand on confine les gens en fermant les fitness et les centres de sport, bravo les mecs, c'est encore une bonne mesure. Et puis surtout, ça crée une dévastation économique et sociale qui est juste apocalyptique. On ne se rend pas compte des conséquences qu'il va y avoir sur la durée. Et ça, alors c'est plus proche de mon domaine d'expertise, explosion des troubles psychiques. Et j'en suis d'autant plus malheureux que dès le mois d'avril de l'an passé, j'ai dit aux autorités de mon pays, mais soyons prudents, bien sûr, mais surtout évitons de générer une psychose qui va créer des conséquences encore plus dommageables. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne Web TV, à partir de laquelle je vais diffuser régulièrement des contenus d'information loyale et de perspective sur ce que nous vivons. Et la raison qui m'a motivé dans ce projet est simplement le fait que les médias de masse ne font absolument plus leur travail, ils ne servent plus à informer la population, leur seul intérêt, c'est de découvrir ce que les élites qui sont au pouvoir et qui aujourd'hui détiennent toutes les manettes de commande veulent que nous pensions à travers un ensemble de désinformations qu'ils mettent en œuvre de manière absolument spectaculaire. Bonsoir, bonsoir à tous et merci de me retrouver pour un petit moment. Alors, il faut toujours faire attention avec l'autosatisfaction dans la vie. Notre nature orgueilleuse est toujours à risque de prendre le dessus. Mais en attendant, quand même, ça n'est pas rien. Je fête ce soir et nous fêtons ensemble l'entrée dans la 3e année d'existence de cette chaîne. Et j'ai effectivement préparé ce petit montage pour rappeler un petit peu la trajectoire qui a conduit à cette proposition. Mais j'ai avant tout envie de vous dire merci, merci, merci. Vous savez, la vie est pleine de surprises et franchement, si on m'avait dit à un moment donné, tu finiras par avoir une web TV, comme un certain nombre de circonstances auxquelles je m'attendais pas du tout dans ma vie, j'aurais probablement ri de bon cœur. C'était pas du tout un but dans l'existence. J'étais un heureux anthropologue de la santé, faisant de l'anthropologie de la santé, notamment dans une dynamique communautaire, c'est-à-dire avec des groupes souffrants dans la population, et pour travailler avec eux, à générer des dispositifs qui soient salutogènes, qui leur fassent du bien, qui les aident à reprendre pied, qui les aident aussi à sortir de cet état de stigmatisation et de jugement dans lequel peuvent être beaucoup de personnes, notamment par rapport à la souffrance psychique. Et donc je m'attendais pas du tout à un changement de trajectoire aussi brutal, mais comme on dit, nécessité fait loi.
Donc je me suis jeté de bon cœur dans l'aventure et c'est vraiment grâce à vous si je suis en mesure de continuer à faire de mon mieux pour proposer des contenus qui soient éclairants, qui soient salutogènes et vraiment sans tout le soutien que j'ai reçu depuis le début, d'abord pour faire face aux attaques, après pour pouvoir prendre une autonomie financière, j'ai coupé tous les ponts avec mes positions en santé parce que je sentais qu'il y avait un vrai soutien et une vraie demande. Donc voilà, c'est vous qui avez rendu cette aventure possible, qui permettez qu'elle se continue et nous verrons ce soir à quel point il est important qu'elle le fasse. Donc je vous dis un immense merci du fond du cœur. Avec ce titre effectivement bien trouvé, je vous dirai en fin d'émission d'où il vient, que la victoire est à portée de main. Et voyez comme l'intelligence collective est belle. C'est vraiment une des dimensions fondamentales de l'époque et de ce que nous vivons, puisque un internaute a fait un petit rebond dans ce qu'on appelle le langage des oiseaux en psychologie, en disant la victoire est à portée de main. Si on sait l'écouter, c'est aussi la victoire est à portée de main. J'avais absolument pas pensé, mais c'est extrêmement, extrêmement bien trouvé. Alors ce soir, nous allons explorer les nécessités du temps quant à la guerre de la communication qui est en cours. C'est-à-dire que, bien sûr, je vous parlerai un peu, notamment parce qu'à l'occasion de cet anniversaire, je relance une nouvelle proposition avec plein de nouveaux formats, mais qui ont été réfléchis dans la perspective de la guerre de l'information qui est en cours. Et puis je vous inviterai aussi un peu dans la cuisine, dans ma cuisine. Alors je vous rassure, pas ma cuisine alimentaire, encore que j'aime beaucoup faire la cuisine, mais dans ma cuisine de penseur, en insistant, parce qu'il y a un enjeu collectif à cet endroit-là, sur la manière dont je m'y prends pour traiter des sujets, notamment des sujets complexes, et puis avec une démarche qui au fond me semble correspondre, alors j'ai pas de mérite particulier, je l'ai apprise et je l'ai puisée auprès de sources et de maîtres absolument remarquables pour lesquels j'ai énormément de gratitude, mais c'est vrai que ça dote d'une compétence d'entrer en relation avec des situations en évitant un ensemble de pièges. Et comme c'est passionnant à vrai dire, voilà, j'avais envie de vous inviter également dans cette dimension-là. Mais le cœur du propos et la raison de l'existence de cette chaîne, c'est que la guerre de l'information continue de faire rage. Et je dis rage à dessein, parce que ceux que nous avons en face de nous sont enragés. Ce sont des gens qui sont en pleine dérive, en pleine perdition. Il y a actuellement un effondrement des médias. Je vous passe ici un petit résumé de Amel Debay dans l'Impertinent Média, un très bon média indépendant, d'un article écrit par Serena Tinari, qui est une des rares journalistes d'investigation spécialisée dans les questions de santé, et qui a parfaitement mis en lumière la faillite collective des médias, la soumission, bien sûr, au pouvoir politique et industriel, la machine à propagande qui est devenue les médias, donc qui a supplanté le journalisme. Et il faut vraiment mesurer, bien sûr, la gravité, mais aussi le fait que c'est tout sauf anodin, qu'il y a une toxicité, une crapulerie maximale, que la presse est intégralement aujourd'hui captive de ce qu'on appelle l'état profond. Et là, comme beaucoup d'entre vous, au cours des 5 dernières années, en réalité, j'ai découvert énormément de choses. Moi, l'état profond, oui, je savais bien que l'impérialisme américain et ses gouvernements fantoches dans nos différents pays font des choses absolument abominables depuis toujours, mais j'étais pas particulièrement au courant de l'étendue du problème et de la manière dont en réalité il infiltre nos sociétés de la cave au grenier. Et c'est parce que je me suis mis en route, comme nous tous, pour essayer de mieux comprendre ce qui se déroulait, on tire le fil et il y a énormément de choses qui viennent. Alors je me permets quand même de rementionner au passage les deux derniers livres que j'ai écrits sur la crise sanitaire, Autopsie d'un désastre, car c'est un véritable désastre en santé publique.
Puis une fois qu'on a compris qu'on a fait tout faux, la question, pourquoi? Est-ce que c'est par hasard, par malchance, par corruption? Est-ce que ça va plus loin? Donc je me suis intéressé à la fabrication du désastre, des conclusions qui sont toujours valables aujourd'hui. Rien n'a changé par rapport à l'analyse que j'ai faite. Puis il y a un autre livre que je peux vraiment recommander de tout cœur, c'est celui de Corinne Lalo, qui est une remarquable journaliste d'investigation et qui vient de produire Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons, et vraiment elle montre, ce que j'avais déjà indiqué dans mes livres, mais avec vraiment une focalisation sur l'organisation systématique du mensonge, et bien comme on le sait tous, qu'il n'y a pas eu d'épidémie gravissime à Wuhan en janvier et février 2020, que tout a été truqué d'emblée, qu'on a généré une psychopandémie. Par contre, elle le fait de manière extrêmement rigoureuse, comme je m'y suis employé aussi. Donc vraiment, 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 ça vaut la peine de lire et de faire lire ces livres. Alors, il y a une perte de crédibilité totale de la presse, mais au-delà de la presse, des autorités, mais avec un système, évidemment, qui pour l'instant est verrouillé et qui fonctionne notamment sur un racketing de la population. Je rappelle au passage que l'impôt sur le revenu, adopté au cours de la Première Guerre mondiale, était supposé être temporaire. Et une fois la guerre passée, on devait arrêter de ponctionner le revenu honnête des gens par leur travail. Et on sait cette longue litanie d'asservissement fiscal, même chose pour les autoroutes en France, des péages étaient censés être au début uniquement pour financer des infrastructures et devaient se terminer à un moment donné. On sait aujourd'hui que c'est une vache à lait qui fait l'objet de magouilles absolument épouvantables. Et donc on est dans ce système de racketing par lequel l'État, aux mains de pouvoirs crapuleux, redistribue toute une partie de cet argent volé à la population pour financer des médias véreux qui vont avoir pour mission de garder la population dans l'ignorance. Alors, je suis désolé, j'aimerais qu'il en soit autrement, mais c'est simplement la réalité qu'on vit. De plus en plus de gens en sont conscients. Mais c'est évidemment une situation absolument scandaleuse. Et franchement, je tiens à rendre un hommage chaleureux et aussi sincère qu'il est possible à la grande constellation des médias indépendants. Car effectivement, s'il n'y avait pas eu France Soir, s'il n'y avait pas eu covidob.ch, que des amis à moi ont fondé et continuent aujourd'hui sous le titre d'Essentiel News, s'il n'y avait pas eu l'Impertinent Média, s'il n'y avait pas Toxin, s'il n'y avait pas Kairos Press, enfin voilà, tous ces médias indépendants à qui je rends un vibrant hommage, eh bien ça aurait été extraordinairement difficile de nous orienter dans cette situation. Et tout comme c'est parce qu'il y a des gens comme Didier Raoult et Christian Perron, qui ont osé s'opposer en ayant un pédigré qui les mettait à l'abri, en tout cas pendant un certain temps, de se faire prendre à partie, qui ont osé créer une dissension dans l'autorité. Vous vous souvenez que dans l'expérience de Milgram, qui est la référence en termes de soumission, si l'autorité scientifique unanime vous donne des ordres et qu'il n'y a pas de contestation dans l'autorité, la plupart des gens sont prêts même à mettre la vie des autres en danger. Par contre, dès qu'une contestation apparaît, eh bien là, le jeu change. Et donc c'est grâce à des grandes figures comme Alexandra Orion-Caude, Christian Perron, Didier Raoult et bien d'autres à leur suite, mais également de cette force et de cette intégrité des médias indépendants. Et alors je sais, il y en a beaucoup, on a envie de les soutenir tous, mais on est obligé de faire des choix. Et puis dans cette situation terrible où on est racketté pour financer une presse véreuse, et puis les médias indépendants, eux, ils tirent le diable par la queue pour pouvoir survivre. En même temps, c'est comme ça depuis la nuit des temps, et tant que la qualité est au rendez-vous et que votre soutien nous permet de fonctionner, eh bien ma foi, on va de l'avant. J'ai présenté dans la petite vidéo introductive cette séquence qui m'a conduit à créer cette web TV et à m'exprimer autant. Il y a eu cette interview avec les responsables philosophiques et athlétiques de athlé.ch au mois d'avril qui est devenue virale instantanément. Ça avait déjà été le cas d'un article que j'avais publié le 16 mars sur mon blog de la Tribune de Genève. Et cette vidéo, littéralement, a fait 2 ou 3 millions de vues en quelques jours.
Et en fait, le principe même de la viralité est vraiment intéressant. Parce que c'est comme un virus. Enfin, il y en a qui contestent aujourd'hui l'existence et l'infectiosité des virus, et je me garde très prudemment de prendre position dans ce débat, mais enfin, l'idée, c'est que si quelqu'un qui est contaminé est à risque d'en contaminer un certain nombre d'autres, et c'est tout le fameux R0 qui, accessoirement, a été une truanderie épidémique. Et donc, cette viralité, c'est juste que des personnes qui ont découvert les propos que je tenais dans cette interview ont vraiment résonné, et dans cette tonalité, je l'ai souvent dit, de dire « mais merci, ça prouve que je ne suis pas fou ». J'avais compris, il y avait quelque chose qui ne jouait pas dans ce qu'on nous disait, mais en l'absence d'une parole validante, j'étais en train de me demander si je n'étais pas en train de me raconter des histoires ou d'être à côté de la plaque. J'ai très vite produit des analyses, notamment dans un premier livre, Anatomie d'une crise sanitaire. Et je me permets de le rappeler, parce qu'il faut vraiment contextualiser les choses, qui a reçu une excellente réception. J'ai eu une couverture de presse, mais de titres aussi diversifiés que Le Figaro, Paris Match, L'Humanité, Les Échos, Marianne, France Bleu, CNews, et tous les journalistes ont dit « c'est un travail critique ». Mais ce monsieur sait de quoi il parle, il est compétent et il y a beaucoup de choses convaincantes dans ce qu'il raconte. Et ça a basculé. À partir du mois de mai-juin, la radio-télévision suisse a lancé des campagnes de destruction de réputation comme tous les dissidents en ont vécu. Et puis quelques... Ah oui, le Média 442, mille merci, ils sont remarquables, tout à fait. Et puis d'autres médias ont produit des papiers tout à fait dégueulasses et scandaleux. Et puis après, avec ce système, vous savez, où ils se citent les uns les autres. Donc ID News et l'Express font des papiers de merde. Puis après, les autres médias disent « Ah, mais ils ont dit ça. » Et puis Conspiracy Watch dit ça. Enfin bon, il y a eu un système de destruction de réputation. Je vous apprends rien. Mais il est important, là encore, de relever que tout ça est organisé en amont. Ce que Corinne Lalo a montré, je le cite dans mon livre « La fabrication du désastre », c'est qu'en fait, il y a des entités en amont et en aval de la presse pour corseter qui a le droit de venir sur les plateaux, ou plutôt qui les médias ont le droit d'inviter. La première organisation, elle s'appelle Pointer, c'est soi-disant une fondation, et au fond, elle indique qui il est licite ou non d'inviter. Pourquoi est-ce qu'on a toujours les mêmes truands et les mêmes imbéciles, les mêmes experts véreux sur les chaînes à demeure? On a l'impression qu'ils campent dans le studio, tellement ils y sont matin, midi et soir, alors qu'ils sont totalement stupides dans les analyses qu'ils produisent. Eh bien, c'est parce que Pointer.org balise complètement le terrain, et un média qui se hasarderait à inviter un expert non recommandé, ou qui se hasarderait à être un petit peu combatif quant aux mensonges qui sont dits, se ferait saquer immédiatement. Et puis en aval, c'est un autre bastringue qui s'appelle NewsGuard, qui est à tout l'État profond et les agences de sécurité américaines, qui, elle, a proposé une évaluation des médias en fonction de la qualité de l'information, c'est-à-dire en réalité de soumission à la doxa. Et donc tous ceux, là encore, qui osaient poser des questions ou faire des articles comme les articles plutôt appréciatifs que j'ai reçus au début, eh bien recevaient des mauvais ratings avec une pression sur les annonceurs du style « vous n'allez quand même pas financer un média qui invite des complotistes ». Voyez. Donc ça, c'est tombé alors que j'avais l'habitude de m'exprimer couramment dans les médias en apportant des analyses qui étaient appréciées. Tout d'un coup, le mur est tombé. Et puis, j'étais vraiment mu par cette urgence de diffuser de l'information salutogénétique. Voyez ? Parce que s'il n'y avait pas eu la viralité de ces prises de parole, ça a aussi été le cas avec Alexandra Orion-Côte, Christian Perron, s'il n'y avait pas eu cette information qui rejoignait les gens pour les aider à comprendre, non, je ne suis pas fou, ce que je comprends est juste, on me raconte juste quelque chose qui est complètement fou. Eh bien, à ce moment-là, les conséquences en termes de traumatisme ou d'aliénation sont dramatiques.
Et donc, toute ma motivation depuis le début, c'est de produire une information salutogène. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai donné le plus de conférences possible, j'ai rejoint le conseil scientifique indépendant qui a eu la gentillesse de m'inviter, et puis je suis passé à une revue de presse hebdomadaire pour les plus anciens qui s'en souviendraient, et puis le 1er mai 2023, je me suis dit, il faut que je lance une web TV. Et au fond, il y a une logique très imparable. C'est que puisqu'ils nous barrent de tous les moyens de communication, eh bien, créons les nôtres, débordons-les. Et la bonne nouvelle, c'est qu'accessoirement, les médias indépendants, aujourd'hui, ont beaucoup plus d'audience et de crédibilité que les médias mainstream. Alors, pour moi, ça a été une grosse prise de risque. J'étais évidemment bien installé dans les systèmes de santé. Je faisais des choses qui me tenaient à cœur. Et puis, devant les polémiques, les attaques, voilà, j'ai décidé de me retirer de tout, de sauter dans le vide, mais avec la confiance que j'avais les moyens de créer des dispositifs qui me permettraient de gagner honnêtement ma vie à la sueur de mon front. Mais surtout, il n'y a pas eu de choix. Parfois, des gens me disent aimablement, mais vous avez du courage, vous êtes courageux, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que être courageux, c'est quand vous avez peur, mais que vous surmontez votre peur pour agir quand même. Et la vérité, c'est que depuis le début, je n'ai pas peur. La question ne se pose pas. J'ai longtemps fait de la haute montagne, et quand vous êtes dans une situation sensible en haute montagne, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir peur. Il faut évaluer le danger, vérifier tout ce qui se passe, poser les bonnes actions. Vous voyez ce que je veux dire? Mobiliser votre énergie dans une direction qui paraît juste. Et au fond, c'est le grand luxe que j'ai eu, c'est que c'était exclu pour moi de renoncer, sans aucun jugement sur ceux qui ont fait d'autres choix. Il y a des personnes qui ont choisi de rester dans le système ou qui n'ont pas voulu prendre des risques comparables, et c'est tout à fait respectable, hein. Chacun d'entre nous est différent. Il n'y a pas de hiérarchie de mérite ou de chef. Chacun a une place et des talents différents. Parfois, rester dans le système, c'est très utile. Certains partent ouvertement et sont en vue, d'autres sont beaucoup plus discrets, agissent de multiples manières, et j'ai envie de dire chacun est admirable, chacun a son rôle à jouer. Moi, je l'ai souvent dit, et c'est vraiment ni de la flatterie, ni de la coquetterie. Vous êtes mes héros. Les gens que je rencontre dans les collectifs sont mes héros. Vraiment, je trouve qu'il y a une vaillance, une générosité, il y a quelque chose de juste magnifique à énormément d'endroits. Et si on prend un petit peu plus la parole, comme c'est mon cas, pour moi, c'est essentiel de comprendre que dans le nouveau monde vers lequel on va, il est vital que nous apprenions à être, selon cette belle expression allemande, à hauteur Dieu avec les uns et les autres. Augenhöhe. C'est-à-dire que je ne regarde personne depuis en haut, je ne regarde personne depuis en bas, nous sommes tous à hauteur Dieu. Oui, c'est pas pareil, chacun est différent, mais chacun a une forme d'intelligence qui lui est propre, chacun a des talents et des compétences qui lui sont propres, et l'important c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut avec les cartes qu'on a dans notre main. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que je suis convaincu, c'est aussi le lien avec le titre de l'émission de ce soir, que le vrai motif de la crise actuelle et du combat en cours, car nous menons un combat pacifique, bienveillant, vertueux, mais déterminé. Hein, c'est l'ancien monde en perdition qui est ce monde de dominance, d'oppression, d'autoritarisme, de stupidité intellectuelle, de rationalisme morbide, dirait mon maître à penser Michel Maffezoli, contre un nouveau monde en émergence. Qui est ce monde de à hauteur Dieu? Qui es-tu pour me prendre de haut? Alors dans les... oui, merci Claudie, à hauteur Dieu, on peut aussi l'entendre dans une perspective divine. Et
dans cette transition, on voit qu'il y a effectivement une pseudo-élite dégénérée qui s'accroche à ses privilèges et à des manières de penser la vie qui sont juste totalement, qui sont tellement mauvaises qu'elles en deviennent destructrices et malfaisantes. Et puis, il y a tout un monde en émergence, porteuse de nos aspirations, et c'est là où je pense que si on sait regarder dans cette perspective longue, je rejoins le physicien Philippe Guillemont de ce point de vue-là, on peut effectivement, à bien des égards, considérer que la partie est déjà gagnée. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas encore y avoir des épreuves. Guillemont dit on est en train de descendre dans l'abysse et il n'y a pas d'autre chemin. Il faut aller jusqu'au fond pour pouvoir remonter de l'autre côté. Par contre, il est à peu près impossible que les choses se verrouillent. Ou alors il faudrait vraiment que ça soit le scénario d'horreur, mais à ce stade, je n'y crois plus. Pour un ensemble de raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, je suis convaincu que la partie est déjà perdue pour eux parce que c'est immaîtrisable. Vous voyez, ils ne peuvent plus tenir. Je me permets de faire une petite analogie avec ce qui se passe en Israël autour du génocide de Gaza. Vous voyez, Dieu sait si les choses sont verrouillées sur le plan médiatico-politique. Les médias cachent la réalité à la population. Les gouvernants accordent un soutien infaillible à un petit groupuscule en Israël qui est délirant et destructeur. Mais la population voit très bien à travers le monde. Parfait. Et en Israël. En Israël, énormément de personnes conscientes, éveillées, sensibles, qui ont gardé leur humanité, voient très bien que c'est une fuite en avant suicidaire. Et donc, autant ils ont l'impression de gagner la partie par cette agressivité et cette brutalité forcenée dont ils font preuve, autant en réalité, ils sont d'ores et déjà en train de perdre. Alors, je vais entrer maintenant, si vous le voulez bien, dans la logique de ma proposition et de ma méthode. Alors de nouveau, je ne le dis pas pour me mettre en avant, on n'est jamais construit que ce qu'on a reçu de valeureux de la part d'autres personnes. Selon la belle formule maintes fois reprise à travers le temps, nous sommes des nains sur les épaules de géants. Ces géants, c'est ceux qui nous ont précédés et qui ont su ouvrir un chemin pour vivre les choses avec humanité. Mais, pour moi, il est important de repérer que nous sommes dans un changement de monde. Alors Michel Serres, le philosophe, vous savez, qui avait écrit Petite Poussette, le disait, il y a quelques moments dans l'histoire de l'humanité où tous les systèmes sociaux ont été chamboulés en l'espace de quelques décennies au plus. Tout. Les systèmes politiques, économiques, judiciaires, religieux, pédagogiques, familiaux, tout a été chamboulé, toujours à la faveur d'évolutions technologiques massives. Et dans l'ère du numérique dans laquelle nous sommes, Michel Serres le disait, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec lui 2 ans avant sa mort, ce basculement est en cours. Et donc tous ceux qui veulent s'accrocher à l'ancien et au connu parce qu'ils jouissent de pouvoir et de privilèges à cause de ça, n'ont pas compris. C'est comme vouloir s'accrocher à un iceberg qui est en train de fondre ou à un bateau qui est en train de couler. Et dans cette transition, tout est fait de la part de cette caste dégénérée, mais qui elle-même a perdu tout sens commun, toute capacité d'intelligence. Tout est fait pour nous enfoncer et nous forcer à regarder par terre. Hein, comme ça. À ras les pâquerettes, on dirait. On le sent, même énergétiquement, spirituellement, tout est fait pour nous abrutir, pour nous... Hein. Or, le propre de l'espèce humaine, c'est d'avoir un regard tourné vers le ciel. Il y a des très beaux vers d'Ovide, le poète latin au début des Métamorphoses. Excusez la coquetterie que je m'accorde de vous dire quelques vers en latin, mais qui dit « Prona quecum spectent, animalia cetera terram, os homini sublime dedit, et erectos ad sidera tolere vultus ». Ça veut dire qu'alors qu'il donne, c'est le Dieu qui a créé le monde, il n'est pas nommé dans les Métamorphoses. Vous savez que dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est un système polythéiste. Mais il y avait aussi un monothéisme caché derrière le polythéisme. En fait, ce Dieu dont parle Ovide,
d'après les vers que je vous cite, a donné à tous les animaux un visage tourné vers par terre. Prenez un chat, un cheval, une vache, un chien, ils ont le regard tourné vers en bas. Et, dit le poète, à l'être humain, il a été donné un visage capable de regarder vers les étoiles. Voilà. Alors, il ne faut pas que regarder dans les étoiles, c'est important de regarder aussi où on marche, sinon on finit par marcher dans des choses qui portent bonheur. Mais on comprend l'idée, c'est que tout est fait actuellement pour stimuler les bas instincts, répandre la méchanceté et la perversité, nous accoutumer au pire et veiller à ce que toutes les forces d'élévation et de sensibilité soient mises à mal. Et dans la démarche qui est la mienne, il y a effectivement quelque chose qui se détache déjà de cette pensée moderne et de la dialectique. Maffezoli a forgé ce terme si judicieux, comme bien d'autres, de rationalité sensible, en soulignant que oui, c'est important d'être rationnel, analytique, logique, mais que si on surévalue la valeur de la raison au détriment du sentiment, eh bien, on entre dans quelque chose de morbide. Les êtres humains deviennent des coûts ou des bénéfices. On ne juge les choses qu'à l'aune de la métrique ou des statistiques. Et nous ne sommes pas un paquet de statistiques. Ça peut être intéressant de faire des statistiques. Petit hommage au passage à Pierre Chaillot, qui est génial en la matière. Mais voilà, nous sommes ce plus de vie que tout ce que la modernité présente. Et donc, pour moi, il a toujours été important, oui, bien sûr, de faire usage de capacités analytiques, notamment des sciences humaines et sociales, mais toujours en cherchant à rester sensible au réel, parce que c'est par la sensibilité qu'on comprend aussi énormément de choses. Ce qu'on appelle techniquement une démarche compréhensive. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'être, vous savez, dans ce schéma dialectique, thèse, antithèse, synthèse, on va chercher à être dans une dialogie, dans une capacité de dialogue avec les réalités pour pouvoir les comprendre au-delà de ce que la logique pure peut permettre de découvrir. Alors, c'est une forme de journalisme citoyen un peu particulière et on nous fait des fois le reproche de dire « mais vous non plus, vous ne faites pas de contradictoire ». Aujourd'hui, les médias mainstream ne font plus de contradictoire, alors que ça fait partie de leur déontologie. Mais moi, c'est vrai que j'ai peu souvent invité Laurent Alexandre ou Fischer ou Véran ou qui sais-je sur ma chaîne. Alors, on pourrait entendre la critique, mais vous faites la même chose qu'eux. Mais ça serait en réalité particulièrement faux pour les raisons que je vais partager avec vous maintenant. Parce que la démarche dans laquelle je me situe, c'est en fait une démarche inductive, comme on l'appelle en science. Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire des grandes envolées très, très compliquées, mais au fond, c'est une autre manière de rencontrer le réel. Pour moi, ce qui est important, c'est là où je réintroduis toujours du contradictoire, c'est de chercher en permanence à éviter la rigidité. Je cherche la contradiction et les contre-arguments. Je l'ai souvent dit, mais c'est tellement vrai, je serais ravi de me tromper sur tout. Si on pouvait me confirmer demain que la pandémie était très grave, qu'on était obligé de confiner et de masquer, que oui, les traitements précoces ne marchent pas, que oui, les injections géniques dangereuses, en fait, étaient sûres et efficaces. Si on arrivait à me convaincre aujourd'hui, il n'y a pas de génocide à Gaza, il n'y a pas d'État profond, il n'y a pas de... Mais je serais le premier ravi. Et c'est pas une... voyez, c'est pas une posture, enfin c'est une posture au sens profond, mais pas superficielle. Donc je suis en permanence à la recherche d'éléments qui pourraient me conduire à réviser ma compréhension des choses. Et ça permet, vous voyez, d'être attentif. Parce que le risque, quand on est dans une démarche de pensée classique, c'est que on a des opinions, on a des convictions, puis après, évidemment, on ne cherche que des choses qui vont les confirmer. Tout ce qui risquerait de les mettre en danger, on les repousse.
avec une identification aux opinions. C'est-à-dire que, on le sait en neurologie, en neuropsychologie, je l'ai souvent partagé aussi, la plupart des gens, si vous attaquez une de leurs opinions politiques ou sanitaires ou géopolitiques, le vivent comme si vous les attaquiez physiquement. Alors qu'en ce qui me concerne, je cultive la disposition à être capable de changer d'avis si des éléments probants me mènent dans cette direction. Vous voyez ? Et notamment dans la compréhension qu'il n'y a pas de vérité absolue. Personne n'est capable de comprendre le réel. Comme on le dit en épistémologie, la réalité n'est pas le réel. La réalité, c'est la manière dont on se représente quelque chose, et on le fait tous, donc c'est pas problématique en soi, mais la réalité n'est pas le réel. Et on sait tous qu'à travers l'histoire, des choses dont tout le monde était convaincu ont changé. À un moment donné, on a découvert les microbes. Ah, les gens ne tombent pas malades comme ça, par volonté divine ou malchance. Non, il y a des micro-organismes qui peuvent rendre malades. Aujourd'hui, il y a des gens qui attaquent la théorie des microbes. Très bien, on verra dans la durée. Mais est-ce que je suis capable de renoncer à n'importe laquelle de mes croyances ? Pour moi, c'est vraiment une posture d'hygiène de la connaissance. Et puis, je le rappelle une fois de plus, l'importance essentielle de penser par hypothèse. Alors, comment est-ce que notre démarche se produit en quelque sorte ? Quel que soit le sujet, alors si c'est un sujet que je connais bien, évidemment, c'est plus facile. Ah, on parle de coupure de son, mais je ne le vois pas de mon côté, donc j'espère qu'il n'en est rien, parce que de mon côté, en tout cas, les voyants du micro sont positifs. Donc quand je connais bien une thématique, évidemment, c'est plus facile, parce que j'ai déjà défriché un certain terrain, mais il faut que je sois toujours capable de questionner ce que je pense. Je vous donne un exemple, parce que c'est important d'être concret. J'ai étudié avec beaucoup d'autres la très forte nocivité des médicaments psychiatriques, notamment les neuroleptiques. Et puis, et c'est vrai, on a beaucoup de données qui montrent qu'il y a au fond très peu de données probantes à l'appui de l'efficacité, notamment sur le moyen et long terme des remèdes psychiatriques, et puis que ça tend à produire un ensemble d'effets secondaires lourds qui parfois sont encore pires que ce qu'on voulait soigner. Et puis un jour, un patient bipolaire m'a pris à partie avec pas mal de virulence, en disant « Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'êtes pas bipolaire. Moi, l'aldol, qui est un neuroleptique très lourd et que beaucoup de personnes m'avaient décrit comme étant problématique, moi, ça m'a sauvé la vie. Alors, vous êtes bien gentil avec vos théories sur les ceci, cela, mais moi, c'est mon expérience. » Et vous voyez, j'ai bu du petit lait. Ça ne veut pas dire que je crois que l'aldol soit bon pour tout le monde. Mais j'ai trouvé super que cette personne ose me mettre au défi à partir de son expérience, et puis avec, pour moi, l'ouverture d'esprit requise de pouvoir écouter ce qu'elle avait à me dire. Parce que pour elle, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a cette ouverture, et quel que soit le sujet, que je le connaisse déjà ou non, je vais chercher à m'exposer à le plus de sources possibles et surtout des sources diversifiées. Pour éviter cette manière de mettre à l'écart quelque chose. Alors, entendons-nous bien. Par exemple, on sait aujourd'hui que dans les médias mainstream, 90% de ce qu'ils diffusent est faux, toxique, manipulatoire, pervers. Alors, je ne vais pas me précipiter là-dessus en me disant « chic, il faut que j'intègre ça à mon hypothèse. » Mais si je pars du principe que tout est faux dans ce qu'ils disent, je vais peut-être passer à côté quelque chose d'important.
Donc je commence toujours par une grande moisson de références et de documents, mais bien sûr que je trie en fonction de leur fiabilité, c'est-à-dire que j'évalue quelle est la plausibilité et la solidité d'une information que je peux trouver. Alors par exemple, j'étais ravi de voir que aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. Vient de lancer un grand chantier pour mettre à jour la truanderie des revues scientifiques. Parce que comme je vous l'ai dit déjà il y a quelques années, on sait aujourd'hui qu'elles produisent une masse très importante d'études qui sont simplement frauduleuses, qui sont corrompues. Alors souvent les chercheurs s'arrangent, vous voyez, ils sont subventionnés par une pharma ou un ministère qui veut trouver tel résultat. C'est pas dit qu'ils soient malhonnêtes dans le sens où délibérément ils truquent, mais ils le font quand même. Et donc si vous n'êtes pas au courant de ça, vous pouvez simplement dire « Ah, mais il y a eu plein d'articles qui ont montré que... » Les modélisations qui ont montré qu'on a sauvé des milliards de vies avec le masque et le confinement, des milliards de vies, enfin je caricature, mais avec l'injection, et c'est du pipeau, c'est de la fraude pure et simple. Donc dès qu'il y a une information, il faut bien sûr vérifier sa fiabilité. Et puis une fois que vous avez comme ça rassemblé une grande masse d'informations, vous cherchez à observer s'il y a une convergence des éléments solides. Alors, c'est rarement uniforme, parce que du fait simplement, par exemple, de la démarche scientifique, il y a une marge d'erreur de 5%, pour le dire en langage courant. Donc ça veut dire que si vous faites 20 études sur quelque chose qui est vraiment avéré, vous en aurez 19 qui diront oui, ça marche, et une qui trouvera le résultat contraire. Donc il faut aussi se méfier de ce qui est trop totalitaire, mais quand vous avez énormément d'infos fiables qui vont dans la même direction, à ce moment-là, vous pouvez trouver une cohérence qui semble organiser ça et présenter ces bouquets d'éléments ou ces faisceaux, mais toujours sous la forme d'hypothèses. Donc ce que je disais, c'est qu'une fois qu'il y a cette analyse des faisceaux d'indices, on reste dans une logique d'hypothèse. Donc par exemple, y a-t-il un génocide en cours à Gaza ou non? C'est une question très émotionnelle, très passionnelle. Et puis il y a ceux qui disent, bah oui, bien sûr, toutes les caractéristiques juridiques et éthiques du génocide sont réunies. Et puis d'autres qui disent, mais pas du tout. Même s'il y a des morts d'enfants et de populations civiles, ce qui est très malheureux, sur 2 millions et quelques d'habitants, qui est 50 000 morts, c'est très triste, mais c'est pas un génocide. Et en fait, on travaille en hypothèse. Une hypothèse, c'est qu'il y a un génocide. Une autre hypothèse, c'est qu'il y a des crimes de guerre et possiblement des crimes contre l'humanité. Ça, c'est avéré, parce que vous n'avez pas le droit de bombarder des immeubles où il y a des enfants, même s'il y a un terroriste qui se cache dessous. Mais il n'y a pas forcément de génocide en tant que tel. Et puis, en cherchant à pondérer les hypothèses en fonction de ce qu'on trouve. Alors, pour un anthropologue, c'est relativement simple parce que j'entends souvent ce hiatus quand je parle avec des gens. Pour nous, tout est croyance. Et nous étudions les systèmes de croyances. Mais ce qui nous permet de sortir de cette vision commune qu'il y a des croyances, c'est-à-dire ce à quoi les gens croient mais qui est faux. Et puis, il y a les certitudes, la vérité, la science qui, justement, n'est pas de la croyance. Et ça, en anthropologie, c'est totalement bidon. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes de croyances par définition qui évoluent avec le temps. Alors, je vais vous emmener encore un tout petit peu dans l'épistémologie parce que je trouve ça passionnant et j'espère que ça va vous intéresser aussi. Le concept de vérité, il est problématique. Vous voyez, je me tourne toujours vers les définitions lexicales et notamment le Centre de ressources textuelles et lexical extrêmement intéressant, le trésor de la langue française. Et vous voyez, la définition de la vérité, en philosophie, c'est une connaissance reconnue comme juste, conforme à son objet et possédant à ce titre une valeur absolue ultime. Or justement, pour les raisons que je vous ai dites, rien
de ce dont on peut être convaincu sur le monde ne relève de cette définition. Les époques changent, les manières de voir le monde changent, les outils technologiques changent, les outils de recherche changent, et donc dans 1 siècle ou 2 siècles ou 3 siècles, beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme étant la vérité n'en seront plus. C'est inévitable. Et donc, à ce concept dangereux à mon sens de vérité, nous substituons des notions qui sont la vraisemblance, la véracité et la véridicité. Alors, ne fuyez pas, parce qu'en fait, c'est drôlement intéressant. La vraisemblance, c'est quoi? C'est sur la base de tous les indices dont on dispose, qu'est-ce qui paraît le plus vraisemblable? Et comme par exemple, à Gaza, il y a nombre de responsables israéliens qui ont dit les Palestiniens sont des sous-hommes, c'est des animaux, il faut les exterminer, ce sont tous des terroristes, y compris les bébés, qu'aujourd'hui on affame une population enfermée derrière des murs. Vous voyez, ça c'est des éléments qui rendent hautement vraisemblable l'hypothèse du génocide et très peu vraisemblable l'hypothèse de l'absence de génocide. Et de nouveau, peut-être que ça changera, peut-être que cette évaluation est erronée, mais pour l'instant, c'est la plus solide. Donc, le vraisemblable, à l'inverse, vous voyez, c'est la logique du sens commun, caractère de ce qui ressemble le plus à la réalité et à la vérité. Avoir plus ou moins de chances d'avoir raison. Vous voyez, c'est intéressant, parce que ça ne veut pas dire que tout est égal, mais que rien ne peut être pris de manière définitive. Il y a une question dans le fil de commentaires, oui, mais la science. Oui, mais les vérités scientifiques changent avec le temps. Enfin, les vérités scientifiques, excusez-moi, c'est un contresens. Mais donc, on peut très bien découvrir à un moment donné que quelque chose qui avait l'air d'être très solide n'est plus vrai. Et puis, la véridicité et la véracité, c'est autre chose. C'est une éthique de la pensée. Vous voyez, et véridique, qui dit la vérité, c'est-à-dire qui ne dissimule pas, qui ne camoufle pas. Ce qui est confirmé par les faits, qui a le souci, le scrupule de ne pas induire en erreur de manière trompeuse. Puis la véracité, c'est exactement la même idée, la même notion, qualité morale de celui qui ne trompe pas ou qui n'a pas l'intention de tromper. Donc, mon éthique à moi, c'est d'être dans la véridicité et la véracité. Je ne peux pas vous garantir que quoi que ce soit que j'énonce comme hypothèse ne sera pas révisé à un moment donné, mais je peux vous assurer qu'en mon âme et conscience, je suis aussi honnête qu'il est possible de l'être dans le fait de présenter un ensemble de choses et que je ne vais pas justement chercher ce qui m'arrange parce que j'ai une intention préalable dans l'esprit. Alors, par exemple, en ce qui concerne la situation à Gaza, oui, bien sûr, je vais écouter ce que disent les uns et les autres, j'écoute les contre-arguments. Autour du 7 octobre, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Le gouvernement israélien empêche une enquête. On a parlé de viol, de meurtre d'enfants et de bébés. Ça a été démenti assez vite. En même temps, il y a quand même des indices significatifs disant qu'il y a eu des massacres qui sont des crimes de guerre et des possibles crimes contre l'humanité. Donc, vous voyez, je reste toujours dans la pondération pour ne pas prendre parti. Voilà. S'il y a une éthique de la pensée, ça veut dire que vous ne prenez pas parti et vous cherchez à vérifier ce qui est vérifiable. Et tout ça, en fait, ça donne une aptitude à appréhender de manière globale une question ou une situation en particulier. Alors, certaines personnes, et je les remercie, m'ont dit « mais quand même, vous avez compris la crise sanitaire très vite. Dès le mois de mars, j'ai compris. Je ne suis pas le seul, on est nombreux à l'avoir fait. Mais c'est ni un coup de bol, ni du hasard, ni que je suis très intelligent. C'est juste que j'ai cette habitude, vous voyez,
de chercher à questionner les indices et à faire ce travail que je vous indique. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire un ensemble de liens entre les choses. Parce qu'on voit des motifs qui se présentent encore et encore. Donc par exemple, dans ce que je suis en train de découvrir maintenant, enfin, après bien d'autres, hein, de nouveau, on n'invente rien, mais c'est au fond qu'il y a un lien entre l'après-deuxième guerre mondiale, et notamment le recyclage des élites nazies dans les systèmes américains et européens, les dérégulations, la guerre du Vietnam, les dérégulations des années 80 et 90, où plein de sécurités qui avaient été mises sur le plan démocratique et législatif ont été dynamitées, jusqu'à aller sur les lois du secret des affaires. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir accès à des documents qui permettraient d'établir qu'il y a des crimes ou des magouilles parce qu'il y a une loi qui a été passée. Ensuite, le 11 septembre, qui a été une traumatisation massive de l'Occident pour justifier le recours à la torture et le fait d'aller bombarder des populations innocentes. Saddam Hussein et Kadhafi étaient pour rien dans le 11 septembre. On a été les bombarder en disant « Non, mais il y a eu le 11 septembre. Hein, vous n'avez quand même pas critiqué le fait qu'on les bombarde. » Et puis la banalisation de la torture. Le traitement réservé, il y a eu des innocents à Guantanamo. Il n'y a pas eu que des innocents, mais même ceux qui sont coupables, le traitement qu'on leur a réservé est abominable. Vous voyez, mais on a introduit dans l'esprit des gens que dans des situations d'exception, ce genre de comportements sont possibles. Après cette succession d'agendas guerriers des États-Unis, mais on sait que l'industrie militaro-industrielle a besoin de guerre pour prospérer, les affaires Epstein, Puff Diddy maintenant, c'est-à-dire tout l'écosystème du divertissement états-unien, la pédocriminalité endémique dans nos élites, pour tenir tout le monde et les faire chanter, le système Pegasus. Vous savez, Israël a espionné pendant 3 ans Macron avec un logiciel espion dans son smartphone. C'est-à-dire qu'ils écoutaient toutes les conversations. Quand Macron était au lit avec Brigitte, ils écoutaient tout. Quand quiconque venait lui rendre visite, ils écoutaient tout. Quand Macron parlait avec d'autres chefs d'État, ils écoutaient tout. Et vous voyez, si votre vie est totalement transparente à quelqu'un de mal intentionné, c'est assez facile après d'avoir du pouvoir sur vous. Puis le Covid, nous sommes en guerre. Ben non, c'est un virus pas plus grave que ce dont on a l'habitude. Puis l'Ukraine, méchant Poutine, il envahit l'Ukraine. Pas du tout, il va se porter au secours de populations russes qui sont bombardées avec des milliers et des milliers de morts. Il propose une paix tout de suite, l'Occident la refuse. Les faits divers de violence qui se répandent de plus en plus dans nos pays, la justice qui fait n'importe quoi, qui donne du sursis à des violeurs, mais qui va condamner quelqu'un qui a piqué un fromage, et maintenant Gaza, où l'extermination d'une population, c'est-à-dire la destruction de ses conditions de vie, et le fait que si les gens meurent de faim, c'est la faute du Hamas et de ce qu'il a fait le 7 octobre, vous voyez, il y a une cohérence derrière tout ça. Et de nouveau, c'est pas prendre parti, c'est voir comment les éléments convergent. Voilà. Et on voit autour de Gaza, notamment énormément de survivants de l'Holocauste dont Vera Sharaf disent « not in our name », pas en notre nom. On ne peut pas faire une chose pareille en notre nom et en utilisant l'excuse de notre passé. Et puis il y a plein d'autres gens qui disent « oui, c'est dommage », ou il y en a qui disent même « c'est pas dommage », mais c'est une conséquence du Hamas et du 7... voilà. Donc, cette démarche, si vous voulez, de compréhension, vous voyez, elle a cette sensibilité. Et c'est ça que j'essaye vraiment de faire vivre à travers mes propositions. Et c'est pour ça aussi que je documente toujours avec des diapositives, avec des références qui viennent beaucoup de X, parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'on trouve l'information. Et en fait, j'ai fait le calcul. Bien sûr, il peut arriver que certaines infos que je partage soient fausses. Mais sur les 2 ans d'existence de la chaîne et plus de 300 émissions, il y a eu 5 cas où on m'a dit « Ah,
dans cette information, et c'était toujours des infos qui avaient été reprises par des comptes fiables. Donc c'est ça que je vérifie. Quand il y a une info, si 2 ou 3 ou 4 comptes fiables la reprennent, a priori, je pars du principe qu'elle a une autre probabilité d'être vraie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas fausse. Toutefois, en 300 émissions, j'ai dû diffuser 12 000 références. Il y en a 5 qui étaient fausses. Vous voyez le degré de fiabilité dans lequel cela permet d'être, mais parce que je vais puiser à des sources qui sont bonnes. Alors, pour revenir à la guerre de l'information, mais je crois que c'est important de parler de la méthode. Vous voyez, on va entrer dans ce que fait le journalisme. Mais ça, c'est ce que j'essaye de faire, et d'autres le font, bien sûr. On peut penser à Idriss Aberkane, on peut penser à beaucoup de gens qui sont dans cet effort de partage d'une certaine manière de penser les choses. Les médias, bien sûr, leur rôle principal, c'est d'étouffer la vérité. C'est d'empêcher que les gens sachent de quoi ils retournent, et je ne peux pas m'empêcher de vous passer un petit extrait de Michel Maffezoli chez Pascal Praud, pour ceux qui s'en souviennent, où avec son côté délicieusement léger et facétieux, mais enfin il a quand même asséné quelques vérités dont il est important de se souvenir. Les journalistes, ça m'intéresse. Alors sur vous les journalistes, comment les journalistes au 19e, et quelle influence ont-ils Hegel a cette belle formule, vous savez, quand il dit « la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne ». Bon, bah donc rien n'a changé. Écoutez-moi, quelques décennies plus tard, Nietzsche parlait de ces mêmes journaux en disant en latin « vomitus matutinus ». Il ne savait pas qu'il y avait des journaux du soir. Oui. Mais dans le même temps, 1890, il dit « encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». C'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement. Excusez-moi, vous m'avez invité, tant pis pour vous, mais, mais non, au contraire, moi j'aime bien. Il y a des endroits, et je suis heureux de venir ici, il y a des endroits où on peut parler, en effet. Mais la plupart du temps, c'est encore une fois ce que j'ai dit. Alors, spitacisme ou perroquet, c'est-à-dire où dans le fond, où on répète ce qu'il convient de dire. C'est ça les lieux communs, dans le fond. Et c'est la novlangue de 84 d'Orwell, etc. Oui. Et il se trouve que, alors que le journalisme était justement une attitude alternative, penser à côté, prendre le contre-pied, etc. Globalement, cher ami, il y a quand même tout de même actuellement un conformisme de base, un conformisme logique. Mais c'est pire que ça. Oui, vous le connaissez mieux le milieu que moi, mais si vous voulez... Je suis même frappé parce que les journalistes disent des choses en plateau qu'ils ne pensent pas, qu'ils disent le contraire parfois. Voilà, je le sais, parce qu'ils sont pris dans le système. Je viens d'employer une expression de... Excusez-moi, je vais vous le redire quand même. Une expression de Durkheim, conformisme logique. Quand Durkheim dit ça, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce que sont, de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, etc., on est pris dans un système. C'est logique. Et donc, du coup, ce n'est pas nos idées que l'on dit, c'est ce qu'il faut dire. C'est la logique du devoir-être. Mais c'est vrai aussi pour les artistes, ça. Pardon ? C'est vrai pour les artistes aussi. En gros, pour ceux qu'on appelle les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Les experts sur les plateaux, censément, les journalistes, les politiques, n'en parlons pas. Voilà, c'est cette idée-là qui est inquiétante et qui va amener ces soulèvements. Voilà, moi, à mon avis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'ai tort de le dire, mais le sang va couler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en a assez à un moment donné. Et quand il y en a assez de ces discours convenus, ça pète. C'est exactement ça, je veux dire, c'est juste magistralement résumé. C'est exactement ce dont il est question, c'est cet enfumage, c'est cette toxicité, c'est ce foutage de gueule, mais qui ne peut que conduire au fait qu'à un moment donné, ça déborde. Ça déborde. Et les gens, effectivement, prennent sur eux, se font matraquer, se font aliéner, mais il y a un moment donné où c'est trop. Et actuellement, le journalisme ne sert qu'à ça. Je trouvais cette citation, le journalisme consiste à couvrir des histoires importantes avec un oreiller jusqu'à ce qu'elles cessent de bouger. C'est vraiment un effort de tuer l'intelligence et la compréhension des choses. Fort bien résumé par un certain nombre de dessinateurs de presse, les médias ne font plus que ça en permanence. Empêcher que les vraies questions soient posées, dire des choses complètement débiles en espérant que les gens y croient, avec bien sûr toute une stratégie d'étiquetage des mauvais penseurs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas conforme et soumis
au conformisme logique, alors vous êtes un ennemi de la vérité établie et vous devenez quelqu'un de dangereux. Et on voit toutes les attaques en cours contre la liberté d'expression. Beaucoup de personnes espéraient que l'administration Trump, qui en avait fait un cheval de bataille, se comporterait bien. Et ils font encore pire que le camp d'en face, puisqu'ils sont en train de censurer des discours parfaitement licites et légaux qui correspondent juste à des opinions de certaines personnes. Et au fond, le but de cet étiquetage, de cette stigmatisation, c'est ce que Ursula von der Leyen a très bien décrit, c'est la vaccination cognitive. Elle dit, on peut chercher à corriger des fake news, et en vérité, les gens qui mettent en lumière la réalité des choses, mais ça demande beaucoup d'efforts. Le mieux, c'est de vacciner la population pour qu'elle n'accepte pas les fake news. Et en d'autres termes, qu'elle refuse d'ouvrir les yeux. C'est un motif qui nous sera assez familier, parce que c'est exactement ce qui se passe. Ah oui, mais ça, c'est complotiste. Ah, je vois, t'es un anti-vax. Tu serais pas un peu d'extrême droite, voyez ? Et donc, ça réserve la place à des vendeurs de mort, des vendeurs de guerre. On l'a vu avec les vaccins, enfin les pseudo-vaccins. On l'a vu avec la situation en Ukraine, on le voit autour de la situation en Palestine. Et puis forcément avec une haute dose de traumatisation. Parce que même ceux qui jouent le jeu du conformisme s'aliènent à ce sentiment de véracité qui est tellement important. On peut faire semblant que quelque chose de faux est vrai. Et on a des ressources psychiques assez fortes en ce sens, mais le coût est toujours majeur. Donc il y a une traumatisation, il y a une bouc émissarisation, on désigne en permanence les ennemis à détester, il y a des campagnes de lynchage médiatique et professionnel, avec comme conséquence que tout cela vient à banaliser la malveillance, la perversité et même la déshumanisation. Vous vous souvenez quand Raphaël Enthoven disait « les antivax sont comme les pédophiles ». On est l'un des assassins en puissance. Donc on est dans cette déshumanisation. Une fois que vous avez déshumanisé quelqu'un, vous pouvez lui faire n'importe quoi, vu qu'il n'est plus humain. C'est tout le drame actuellement en Terre Sainte. Alors, très rapidement, mais on peut prendre un exemple, il y en aurait 12 000, la RTBF, France Télévisions, mais en Suisse, on a la lamentable radio-télévision suisse, mais alors qui est le fond de la corbeille, c'est le caniveau en termes informationnels. Ils ont été d'une servilité et d'une malhonnêteté sans fond. Comme la plupart des boîtes, il y a des énormes problèmes répétitifs de pédocriminalité, oui, des affaires de mœurs, du harcèlement. Récemment, c'est dans l'air, cette émission en France où il y a Patrick Cohen et les autres. Ah, on découvre qu'il y a des graves problèmes de harcèlement. Mais tu m'étonnes. Ce sont des systèmes pervers. Dans les systèmes pervers, bah oui, les gens se comportent comme des pervers. Présentation mensongère de l'information, parti pris unilatéral, reniement de la déontologie journalistique, parce que c'est pas ça qu'on est censé faire quand on est journaliste, absence totale de capacité de remise en question. Je dis, de mon point de vue, je rêverais de me tromper, eux, ils ne peuvent même pas envisager qu'ils aient à réviser quoi que ce soit, même quand les données sont là. Et puis, bien sûr, tout ça pour pousser des politiques, en protégeant des politiciens, en magouillant avec eux, enfin tous ces rapports très incestuels entre le monde damage control. Là, on voit sortir des études qui disent « Oui, c'est vrai que les femmes ont été atteintes sur le plan gynécologique par les injections, mais c'est très rare et ça passe vite la plupart du temps. » Tu parles. Donc, ils sont en permanence au service d'une cause ignoble. De temps en temps, ils se font condamner. En Suisse, la radio-télévision suisse s'est fait condamner à plusieurs reprises pour avoir été dans des partis pris, avoir pas fait leur boulot, mais ils sont contre-fiches. Ils sont contre-fiches. C'est des petits nantis, et en plus avec une logique de secte. Vous voyez, ils sont repliés les uns sur les autres, et quiconque, il y a eu une manifestation, par exemple, au pied de la radio-télévision suisse, 200 personnes qui essayaient de rappeler la charte de Munich,
des extrémistes enragés s'attaquent à la presse libre et mettent en danger son indépendance. Enfin, c'est du style, non, Raël est super sympa, il est gentil, il touche aucune femme, voyez, non, il faut être extrémiste pour s'attaquer au gourou. Alors, heureusement, il y a la possibilité de boycotter. Et il est urgent qu'on le fasse. Alors évidemment, beaucoup de personnes ressentent de la frustration, je le dis régulièrement, quant au fait qu'on donne l'impression de ne pas avancer, qu'il n'y ait pas de progrès. Mais c'est une impression qu'il est important de nuancer, voire de corriger. Je le rappelle souvent, il y a une perte de confiance abyssale dans les médias. Abyssale. Aujourd'hui, 80% des gens savent que les informations véhiculées par les médias ne sont pas dignes de confiance. Même chose pour la classe politique. En France, 80% des Français considèrent que la classe politique est systémiquement corrompue. Ils ont compris. Alors bien sûr, il y a ce verrouillage, parce que même si les gens ne croient plus la presse, même s'ils ne la lisent plus ou ne l'écoutent plus, les taux d'audience et de lectorat s'effondrent. En fait, le but de la presse, c'est pas tellement de s'adresser à la population, elle ne la lit plus de toute manière, mais c'est de s'adresser aux politiques. Et les politiques qui sont très sensibles à ce qu'il y a dans la presse, vous voyez, ça crée ce petit entre-soi et ce cercle vicieux qui, bien sûr, donne l'impression de faire du surplace. Mais en fait, les choses sont en train de bouger de manière irrémédiable. Il y a ce décalage, cette discrépance, comme on dit techniquement, entre ceux qui ont le pouvoir de nuisance en se considérant comme une élite et la population. Et ce décalage, il est irréversible, le fossé se creuse, et j'ai envie de dire, il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous connaissez ce dicton de la sagesse populaire. Évidemment, il y a eu une mise en échec généralisée des contre-pouvoirs, même des trois pouvoirs et de la séparation des pouvoirs, mais aussi des contre-pouvoirs. Donc actuellement, la population n'a pas la possibilité concrète de s'opposer. Il y a cet enfermement permanent dans des diversions. Vous avez entendu ces polémiques aux États-Unis autour des cas de rougeole et le fait qu'il y aurait eu 4 décès de la rougeole. Mais je ne sais plus qui rappelait qu'il y a 1 million de décès du diabète. Il y a 100 000 suicides. Et puis, pour 4 cas de rougeole, on va hurler au loup en disant « c'est dramatique, les antivax tuent la population ». Un d'entre eux, il s'avère qu'il n'a pas reçu les soins dont il avait besoin. Mais voyez, c'est ces diversions permanentes. Le port du voile, le burkini à la piscine. Vous êtes pour ou contre ? Voyez ? Et puis pendant ce temps-là, tous les sujets importants, ben non, on fait que les gens se bouffent le nez sur des épiphénomènes. Il y a cette stratégie du hachoir, comme je l'ai dit, où on varie l'angle de coupe pour que les gens se bouffent le nez en permanence parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, et dès qu'on met de la tension et de la passion dans les choses, ben, ça devient compliqué. Mais c'est une stratégie suicidaire. Elle est intenable. Et en réalité, ils sont en train de se démasquer de plus en plus et de montrer le fait qu'ils sont totalement inaptes à assumer une responsabilité vis-à-vis de la collectivité. Je suis désolé d'insister sur Israël, je le rappelle une fois de plus, j'ai de nombreux amis en Israël. Je n'ai absolument rien contre cet État hors du fait qui se comporte de manière illégale depuis des décennies et des décennies, d'une manière qui ne devrait juste pas exister. Mais toujours est-il que les nouvelles en provenance d'Israël sont catastrophiques. Le pays est au bord de la guerre civile. Vous avez des fanatiques suprémacistes qui attaquent les familles d'otages, qui essayent de faire comprendre que le refus forcené de Netanyahou de trouver un accord montre qu'ils sont contre-fiches des otages, et ces gens-là se font bastonner. Bientôt, il y aura des morts. Il y a un exode massif. Alors qu'Israël a toujours été une terre d'immigration pour les Juifs, aujourd'hui, les gens fuient. Il y a plus de 40 000 entreprises qui ont fait faillite. Le pays est au bord du gouffre. Tout en imaginant dans le fantasme de puissance de Netanyahou que tout va bien. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Alors nous, bien sûr, on doit continuer ce travail de fond. On peut avoir l'impression que ça prend du temps, on peut être découragé, mais il ne faut pas qu'on lâche.
Hein, c'est goutte par goutte, étape par étape. Et en ce qui me concerne, bien sûr, j'ai envie de continuer si vous m'en donnez les moyens et si cela fait sens. Parce que je vois aussi que ce thème du journalisme citoyen devient inarrêtable. Alors il y a beaucoup de très beaux exemples dans nos pays que j'ai nommés avec tous ces médias amis, mais aux États-Unis aussi, vous avez des podcasts comme celui de Chris Hedges, qui est un très grand journaliste, ou du juge Napolitano, un ancien juge à la retraite. Il reçoit tout le monde, Jeffrey Sachs, tous les grands penseurs nord-américains, le colonel McGregor, etc. Et ils disent les choses, mais comme elles sont. Et c'est suivi par des millions de personnes. Donc ce monopole des médias, qui dès lors qu'ils refusaient d'inviter certaines personnes ou de parler de certains sujets, faisait barrage, c'est déjà terminé. Ils ont déjà perdu la bataille. Une autre chose qu'il faut également mettre en perspective, c'est la question générationnelle. Souvent, on dit « oui, mais nous, on est tous des vieux ». Où sont les jeunes? Puis je rappelle souvent, mais ne vous en faites pas, les jeunes, eux, ils sont dans la vie. Ils ne sont pas en train de réfléchir comme nous, mais ils ont déjà compris les choses. Et notamment dans la jeune tranche d'âge, aux États-Unis, chez les jeunes juifs américains, la critique de la politique israélienne est au plafond. Au plafond. Parce qu'ils voient bien que c'est indéfendable. Les vieilles générations, alors il y a ceux qui sont plutôt ouverts d'esprit, éveillés, puis il y a ceux qui sont pris dans « mais c'est la seule démocratie au Moyen-Orient », il y a des Arabes israéliens, c'est pas un système d'apartheid. Vous voyez, il y a encore toute cette envie de croire à quelque chose qui n'est plus vrai, qui persiste. Alors, j'ai envie de vous proposer maintenant ce que j'ai créé comme nouvelle proposition parce que, dans l'effort qui est le mien, je sens qu'il est important de diversifier les formats. Parce que nous, on a compris, alors on continue à apprendre plein de choses, mais c'est vrai que ce dont il est question, c'est de pouvoir franchir la muraille de l'enfermement dans laquelle nous sommes. Et donc, à mon sens, ça réclame une diversité de formats. Parce que mes grandes émissions de 2 heures sur ceci, cela, autre chose, merci de votre appréciation, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les apprécient, mais c'est clair que le covidiste moyen sous hypnose, il ne va pas s'aventurer. Et donc, j'ai prévu autre chose. Alors, je vais vous présenter maintenant, si vous le voulez bien, les différents formats, mais en essayant d'expliciter aussi leur justification, parce qu'il ne faut pas faire les choses juste, ça nous fait plaisir, mais dans une intention particulière. Il y a un nouveau format que je vais présenter qui s'appelle Actu. C'est un format court. Ce seront des vidéos qui feront de 4 à 8 minutes, 1 ou 2 fois par semaine. Et l'idée, c'est vraiment de porter à la connaissance du public une information d'importance. Par exemple, récemment, une équipe du MIT a publié une recherche qui montre que la mortalité générale, toutes causes confondues, est supérieure chez les injectés que les non-injectés. Vous savez, c'est ces informations que Véran et les autres ne voulaient surtout pas livrer, on comprend pourquoi. Ça, vous voyez, faire un 4 minutes autour de ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement relayer à quelqu'un. C'est simple, il y a une étude qui confirme. On sait que le risque de myocardite est multiplié par 5 pour un injecté qu'un non injecté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant, bien sûr, je vais rester dans des formats longs, ou bien une autre information qui pourrait relever de ça, c'est cette révélation qu'avait fait la presse anglaise qu'au moment où le gouvernement britannique martelait à la population que le vaccin était sûr et efficace, le gouvernement britannique provisionnait 1,8 milliard de livres en prévision des effets secondaires pour lesquels il se ferait attaquer par des particuliers. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Osez dire c'est sûr et efficace, mais on met 1,8 milliard de côté parce qu'on sait qu'il va y avoir des blessures ou des morts. Ça, en 4 minutes,
vous pouvez le communiquer à la population. Les autres formats que je vais continuer, c'est ceux que vous connaissez. Regard, c'est les émissions enregistrées, si vous voulez, que de grosso modo 20 à 60 minutes, une fois par semaine, sur un sujet particulier avec un développement thématique. Par exemple, j'en avais fait une sur Rainer Fulmich, qui vient de se faire condamner de manière scandaleuse. Et ben voilà, en 20 à 60 minutes, vous pouvez faire le tour d'une question d'une manière qui donne beaucoup d'éléments de compréhension aux personnes. Et donc ça sera une semaine sur 2. Et puis l'autre semaine sur 2, il y aura les émissions longues en direct comme celle-ci, que j'appellerais perspectives, qui font de 1 à 2 heures. Parce qu'effectivement, si on pense à celle que j'avais faite sur l'assassinat de Kennedy ou quelque chose comme ça, c'est effectivement quelque chose qui permet de bien faire le tour et de faire un point de situation, notamment quand il y a des révélations ou une question à approfondir. Ensuite, je vais lancer un podcast. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'aimerais m'entretenir. Je l'ai fait avec Marie-Estelle Dupont, mais il y en a plein d'autres. Alors, je n'ai pas encore invité le professeur Didier Raoult, mais ça m'intéresserait beaucoup de le faire parler, notamment sur des sujets sur lesquels il parle peu ou sur lesquels on ne l'interroge pas. Et où je pense qu'il y aurait des choses extrêmement intéressantes à dire, mais l'idée, c'est 1 ou 2 fois par mois, peut-être plus si ça vous plaît, inviter des gens qui ont quelque chose à dire et vraiment, créer un dialogue qui soit riche, qui soit nourrissant pour nous et pour les personnes qui écoutent. Comme je donne pas mal de conférences ou que je participe à des émissions sur d'autres médias, l'émission Liaison servira à rediffuser sur ma propre chaîne ce que je peux enregistrer ailleurs, comme chez Toxin Média, etc. Et puis je vais aussi m'essayer à des formats brefs. C'est pas tellement mon fond de commerce, moi je suis plutôt dans le long, mais j'avais envie de faire des brefs et notamment ces 3 propositions, Ginger Shot, Smoothie et Sacral. Alors j'entends déjà les critiques, ouais c'est en anglais, mais l'anglais aujourd'hui est une espèce de lingua franca. À l'époque, c'était le grec dans l'Antiquité, après ça a été le latin, après ça a été le français, maintenant voilà. Ginger Shot et Smoothie, mais au moins c'est rigolo. Et l'idée au fond, c'est de faire des trucs très brefs. Ginger Shot, c'est partager un contenu tonique, comme un Ginger Shot, un espèce de réveil. Smoothie, c'est pour se faire du bien, c'est pour partager des choses réconfortantes. Par exemple, le ratio de positivité. Merci UFO-Motion de vos commentaires, notamment celui qui disait la première victime des sionistes, c'est les juifs. Je suis d'accord. Enfin, première, je ne sais pas, mais en tout cas, oui. Et puis Raoult a sauvé des vies, mais n'est pas blanc comme neige. J'entends beaucoup de choses à ce sujet. Ça serait intéressant d'en discuter avec lui. Donc Smoothie, c'est se faire du bien, par exemple le ratio de positivité, dire non à la sinistrose. Il y a plein de petites stratégies que j'ai notamment développées dans mes programmes de formation qui sont très intéressantes. Et puis Sacral, de sacralité, c'est l'émerveillement, cultiver l'émerveillement est ce qui fait du bien. Je me permets de mentionner encore qu'il y a 2 programmes. Un, c'est Au Laker, c'est un abonnement à 19 € par mois qui permet d'avoir accès à une masterclass où on travaille ces questions de comment s'encourager, comment garder sa vaillance, comment se ressourcer. Et puis pour les personnes, et vraiment je les en remercie de tout cœur, qui s'engagent à me soutenir dans mon effort à des niveaux plus importants, c'est un abonnement à 49 € par mois. Il y a un club des bienfaiteurs et je suis vraiment ravi et plein de reconnaissance de pouvoir m'appuyer sur eux. Cela dit, vous savez que la logique de ma chaîne, c'est la gratuité. C'est en fait un modèle économique un peu particulier. Évidemment, il est normal de vivre de son travail. Et par exemple, mon amie Amel Debay, qui est rédactrice en chef de l'Impertinent Média, s'énerve des fois quand les gens disent « Ah, mais votre article n'est pas en libre accès », parce qu'elle dit « Oui, mais moi, je travaille pour le produire. Donc, si vous voulez juste venir le lire et... » Vous voyez ? Et je comprends très bien cette logique, mais puisque moi, mon but, c'était de diffuser le plus largement possible, j'ai fait ce choix
de tout publier gratuitement sur les plateformes en demandant aux personnes qui apprécient mon travail de me soutenir pour me permettre de le faire. Voilà. Donc en fait, c'est un système solidaire, si vous voulez, qui tourne autour de la gratuité. Donc, il est possible de me soutenir avec des donations à partir de 5 € ou un abonnement à 1 € par mois. Il y a beaucoup de personnes qui sont très serrées financièrement. Ça m'est arrivé aussi à certains moments de ma vie. C'est très respectable. Et donc, chaque personne qui estime en son âme et conscience que 1 € par mois, elle peut, mais que plus, ça serait compliqué pour elle, merci de tout cœur. Une autre proposition que j'ai lancée récemment, et vraiment j'en suis très heureux, c'est une communauté en ligne. C'est en fait l'équivalent d'un réseau social. Donc, il y a des fils, il est possible de faire un ensemble de publications. Et l'idée, c'était un peu à l'abri du bruit des réseaux sociaux, où il y a quand même énormément d'agressivité, de trolls. La plupart des gens qui vous laissent des commentaires ne sont pas des gens. Surtout quand c'est un peu tendu, c'est des robots au service de gouvernement ou d'officine. Et donc, mon idée était de proposer à mes abonnés un espace en ligne où on puisse échanger et partager des contenus entre gens de bonne composition et de bonne volonté. Et donc, c'est une fonctionnalité qui est ouverte à toutes les personnes abonnées ou ayant fait une donation, même d'1 € par mois. Voilà, et donc l'idée, ben voilà, c'est ça, c'est de multiplier les propositions. On ne sait pas à l'avance ce qui va avoir un certain effet, de toute manière il est limité, aucun d'entre nous n'a de pouvoir sur la situation, mais on a cette capacité d'initiative. Et vous savez, c'est comme la prière pour les gens malades. Si vous priez pour quelqu'un de malade, la science n'a pas pu établir qu'il y a un effet systématique vérifiable. Par contre, il y en a un, c'est que vous vous faites du bien à vous-même. Parce que quand vous envoyez une intention bienveillante à quelqu'un, vous vous faites du bien à vous-même. Donc, voilà, moi j'espère que ça peut être utile collectivement, mais en tout cas, je sais que moi, ça m'aide à tracer ma route dans ce monde, et puis, hopefully, ça peut justement donner d'autres tonalités, hein, inviter dans une autre manière de vivre les choses et de comprendre le monde. Je vais encore vous donner quelques infos concrètes sur la chaîne. Depuis le début de sa création, donc le 1er mai 2023, là je vous donne les statistiques de YouTube, c'est les seules qui sont faciles à extraire. Donc vous voyez qu'on a eu pratiquement 10 millions de vues sur les différentes émissions. C'est à peu près 1/6 des vues que font mes contenus sur différents canaux. Donc des 327 émissions que j'ai produites depuis le 1er mai 2023 et une moyenne de 198 000 vues par émission sur les différentes plateformes. Et donc on est à 65 millions pour l'ensemble. Alors, vous voyez, c'est là où c'est intéressant. C'est que ça, c'est des scores, mais qui font pâlir d'envie même la TSR, la RTS. Et je suis tout seul chez moi, bien conseillé, mais vous voyez, je bricole tout depuis ici, et on fait 65 millions de vues en termes d'audience. Donc, je crois que ça vaut vraiment la peine de poursuivre cet effort. Il y a une croissance de l'audience sur YouTube uniquement lors de la première année de la chaîne, on était à 4 250 000 vues. L'année précédente, donc celle qui est en train de s'achever, on est à 5 700 000. Et puis bien sûr, on ne veut pas faire de l'audimat, mais en même temps, c'est intéressant de voir que ça trace quand même sa route et malgré le fait, je me permets de le redire, que je suis assez lourdement shadowbanné sur YouTube. Ça ne veut pas dire que personne ne reçoit de signalement de mes nouvelles émissions, mais que le taux de signalement est nettement plus faible que ce qu'il est habituellement et qu'il y a sans aucun doute une intention derrière cela. Je me permets de vous rappeler que j'ai tous ces différents canaux, donc jdmichel.tv, c'est mon site sur lequel toutes les nouvelles émissions sont téléchargées, mais également les canaux X, Telegram, Facebook, Odyssée.
Voilà. Je me permets également de porter à votre attention et à votre connaissance d'autres éléments. Certaines personnes parfois me complimentent sur ma productivité en disant mais comment vous faites pour faire tout ce que vous faites? Et en fait, il y a un truc. Parce que j'étais quelqu'un qui, tout en faisant des choses que je trouve encore aujourd'hui intéressantes la plupart du temps, avait un peu de la peine à aller au bout des choses et à rester motivé pour arriver à un résultat de productivité, si vous voulez. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré une équipe de neuroscientifiques américains avec laquelle j'ai travaillé. Je suis conscient du réductionnisme possible des neurosciences. Je ne suis pas du tout convaincu que la conscience soit dans les neurones, par exemple. Mais peu importe. Toujours est-il que la neuropsychologie a mis énormément de choses en lumière. Et en ce qui me concerne, ce que j'ai trouvé dans cette matière me donne une capacité de concentration et de production qui est incomparable par rapport à ce qu'elle était avant. Alors je me permets de le dire. J'ai également un autre site, donc il y a jdmichel.tv, mais il y a jdmichel.com, c'est un site dans lequel je propose des programmes de formation, dont un gratuit. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est une mini-formation de 8 vidéo de 10 minutes, mais qui est vraiment... je suis content, les retours sont très appréciatifs. Donc, vous avez la référence ici et je la mettrai en dessous dans la description de l'émission. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire et si le programme vous plaît, à le partager avec d'autres parce que c'est un ensemble de compréhension élémentaire qui vraiment permettent d'apprendre à coopérer avec cet organe extraordinaire mais assez compliqué qu'est le cerveau. Ça, c'est gratuit. Après, j'ai d'autres programmes payants, bien sûr, dont des masterclass avec Marie-Estelle Dupont et Philippe Bobola. Et puis, mon programme flagship, qui est NeuroWisdom, qui est un programme génial, je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai créé. C'est mon compère Mark Robert Waldman, et je l'ai suivi en anglais. C'est ça qui a fait une telle différence dans ma vie, et je l'ai traduit et adapté depuis. Et je vais bientôt le relancer avec un tarif préférentiel. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, si vous êtes intéressé par le développement, apprendre à mieux se connaître, libérer des potentiels qu'on a, parce que, en tout cas, c'était mon cas. Je sentais que j'avais une vraie capacité de faire quelque chose de consistant, et puis l'impression que ça m'échappait un peu, si vous voulez. Et au fond, aujourd'hui, je suis persuadé que nous sommes tous extraordinairement créatifs, compétents et intelligents, à notre manière. Et que souvent, la difficulté qu'on a, c'est de comprendre en quoi on a quelque chose à donner, à partager avec les autres. J'espérais mettre en ligne mon nouveau site de télévision aujourd'hui, jdm.tv, j'y suis pas arrivé. Voilà, il y avait trop, mais j'espère peut-être demain ou après-demain, avec un look révisé, mais ça on s'en fiche un peu. Toujours cette idée de l'information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, que vous ne trouverez pas dans les médias de masse. Et puis, donc en vous abonnant à partir d'1 euro par mois ou en faisant un don à partir de 5 euros vous donne accès pendant une année à l'ensemble de la plateforme. Vous avez l'intégrale des émissions, une vidéothèque supplémentaire avec des contenus à télécharger et la communauté intégrée dont je vous ai parlé. Je me permets de répondre à une question que j'ai vue passer dans le fil de commentaires, la différence avec la programmation neurolinguistique. À vrai dire, la programmation neurolinguistique date beaucoup. Elle a mis en lumière plein de choses intéressantes, avec quelques limites aussi, notamment dans une certaine pente un peu manipulatoire. Enfin, c'est très très respectable et il y a énormément de choses utiles. Mais voilà, ça a émergé il y a déjà plusieurs décennies. Et aujourd'hui, c'est vrai que les compréhensions qu'on a sont... pour moi, elles sont émerveillantes parce qu'elles permettent de comprendre comment nous fonctionnons avec beaucoup de simplicité, mais de bienveillance. Voyez ? Parce que le cerveau, il a ses logiques. Il a été façonné par des millions d'années d'évolution,
Et lui, il fait ce pourquoi il est créé pour faire. Ce pourquoi il a évolué. Et puis nous, avec notre conscience dans la vie contemporaine, et on est souvent en décalage par rapport à ça. Notre cerveau, il a des émotions, il est embrumé, il saute du coq à l'âne, il a de la peine à se calmer. Enfin. Et puis, comme on comprend mal son langage, on est souvent en décalage. Et le grand avantage de cette manière, pour moi, de cette matière, c'est que ça permet « Ah mais oui, bien sûr !» Et puis il y a des stratégies pour pouvoir après apprendre à mieux coopérer avec lui. Alors voilà, nous arrivons au bout de cette célébration, mais je vous remercie de tout cœur de l'avoir partagé avec moi. J'aimerais encore rendre un grand coup de chapeau à 2 personnes qui ont été extraordinairement utiles pour moi dans cette aventure. C'est pas mon métier. Le premier, c'est le graphiste extraordinaire qui m'a fait cette ligne de toute beauté basée sur les 2 pilules de Matrix. Il fait un travail, mais juste magnifique. Je suis absolument ravi. Voilà ses coordonnées. Il s'appelle Phil Henner et il vit à Buenos Aires. Il est spécialisé dans le branding, la création de logos et de marques. Franchement, je me suis régalé. Il a mis tout ça à disposition bénévolement parce qu'il aimait ma proposition. Donc Phil, un immense merci. Tu es juste génial dans ce que tu fais. Et puis, un ange gardien qui s'appelle Alexia Herbe, qui a une boîte de consulting. C'est une personne qui m'a aidé elle maîtrise très très bien l'univers audiovisuel. Elle a été responsable dans des chaînes locales pour des grandes entreprises, etc. C'est quelqu'un qui a une perception aiguë de l'avenir. Elle est jeune, elle a une 40aine d'années. Et vraiment, elle m'a donné un appui fantastique et je sens et je mesure le privilège que c'est de cheminer avec des gens de cette qualité et de pouvoir obtenir leur soutien. C'est en fait l'aventure collective que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de faire advenir au grand jour comme étant une force de proposition, de renouvellement du monde et de création, cette grande tribu de personnes de bonne volonté et de bonne foi que nous sommes. Dieu sait si ça manque. Juste ça, la bonne volonté et la bonne foi. La bonne foi. Je ne cherche pas à être trompé, je ne cherche pas à être manipulé, je cherche ce qui est le meilleur pour tout le monde, et puis la bonne volonté. Vous voyez ? Et ça, on est en train de le faire émerger. Et je vous le dis, je pense que la victoire est à portée de main parce que c'est un mouvement qui est inarrêtable. Dans le pire scénario d'horreur, s'il s'arrête, c'est la fin de l'humanité. Et j'ai confiance que cette émergence est en train de se produire. Les gens ne sont pas dupes. Ça va prendre du temps. Il y aura encore des épreuves. Mais voilà. Oh, c'est parti tout seul. Un lutin informatique m'a joué un tour. Mais voilà ce qu'il me tenait à cœur de partager avec vous. De défaite en défaite jusqu'à la victoire. C'est un beau slogan. Il vient malheureusement de Mao Tse-tung, qui était un très vilain bonhomme, donc je m'en excuse, mais c'est l'idée. Restons vaillants, haut les cœurs, et puis surtout ne manquons pas de savourer ce que nous sommes déjà en train de vivre les uns avec les autres. Parce qu'une qualité d'intention, de connexion, de capacité de complicité, d'ouverture, d'échange, de dialogue, comme nous sommes en train de vivre en permanence, de semaine en semaine. Vous voyez, c'est ça l'émergence dans laquelle nous sommes. Et donc, voilà. Une nouvelle fois, j'ai énormément de gratitude à pouvoir cheminer dans cette direction. Le mois de mai sera le mois de ma traditionnelle levée de fonds annuelle. J'espère de tout cœur pouvoir continuer avec cette initiative. S'il vous est possible de me soutenir,
merci, merci, merci. Et si ça n'est pas possible matériellement, il est toujours possible, bien sûr, et je sais que vous êtes très nombreux à le faire, relayer des contenus, laisser des commentaires. Je réponds peu aux commentaires parce que je suis essentiellement axé sur la production, mais sachez que ceux que je lis me font très chaud au cœur et que sans ce soutien que je reçois, je n'aurais pas été en mesure de me positionner comme je l'ai fait, je ne serais pas en mesure de proposer tout ce que j'essaye de proposer. Voilà, un immense merci, hurrah pour ces 2 ans, chic pour la suite, et puis haut les cœurs, je dis souvent le premier qui se décourage a perdu. Nous, notre défi, c'est que nous ne soyons pas les premiers à nous décourager. Merci, bonne soirée, à bientôt.